Bienvenue sur le plateau de BF TV dans le cadre de cette émission Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons une dame d'exception, une académicienne de renom, docteur Adeline Njinka. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Bernard. Nous sommes à Balengou. Notre invité du jour nous reçoit dans sa somptueuse demeure et nous voulons savoir, docteur, qui se cache derrière ce masque. Bonjour monsieur Bernard et merci de m'accueillir sur votre plateau TV. Donc je suis docteur Dika Madeline, épouse Richard, donc je suis mariée avec 2 grands-enfants. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes depuis près de 27 ans. Vous êtes camerounaise, donc installée à Nantes. De quel village êtes-vous au Cameroun? Donc je suis Bamena Balengou, dans le département d'Undé. Dans le département d'Undé. Oui, région de l'Ouest. Exactement. Alors, pouvez-vous parler brièvement de votre enfance jusqu'à votre départ en Europe? Très bien, donc je suis née à Douala. À Douala, donc j'ai grandi à Douala. J'ai fait mes études à Douala, au lycée Jos de Douala. Ensuite, j'arrive déjà en primaire, j'arrive donc à Balengou. Et ensuite, je retourne à Douala au lycée Jos. Et plus tard, je pars en Europe où je fais mes études. Aujourd'hui, je suis docteur en sciences et maître de conférence à l'Université de Nantes. Quel est le personnage qui a marqué votre enfance? Le personnage emblématique qui a marqué votre enfance? Moi, je dirais, le personnage qui a marqué mon enfance, c'est ma grand-mère, la mère de ma mère, Mini Patachui, qui est vraiment... elle m'a inculqué les valeurs intrinsèques. Elle a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Donc, toujours dans les personnages qui ont marqué mon enfance, je vais dire mes parents, mon papa, que je vais plus citer, moi comme Djouma Fonji Pierre, qui est Bamena, donc il m'a inculqué des valeurs intrinsèques, et ma maman, Ma Peng, donc que vous voyez là, c'est celle qui m'a tout appris. Elle m'a tout appris, sauf à vivre sans elle. Donc les parents nous ont inculqué tellement de valeurs. Le plus dur, c'est ils nous ont tout appris, mais sauf, ils nous ont pas dit comment il fallait faire. Ils nous ont pas donné de recettes comment faire pour le vivre après eux. Il s'est dit dans votre enfance que lorsque vous étiez à l'école catholique primaire, lors des défilés, c'est vous qui teniez le drapeau. À quoi cela est dû? À quoi cela est dû? Est-ce la beauté? Est-ce l'intelligence? À quoi était dû ce choix-là? Moi, je dirais à la fois tout, la beauté, l'intelligence et tout. Je me souviens que le directeur, on l'appelait Papa, monsieur Raphaël, à chaque fois qu'il y avait le défilé à Balengou, la fête du 11 février et du 20 mai, je tenais le drapeau, je défilais à Balengou et à Bazou, parce que le défilé du 20 mai, c'était à Bazou. Donc, je tenais le drapeau, j'avais quel âge? J'avais 9-10 ans. Ouais. Quel est votre péché mignon? J'aime surtout les plats Balengou, les plats traditionnels Banileke, on va dire Bamena Balengou. Ça, c'est mon plat, le plat que j'aime bien, je vais le dire en Balengou, en patois, c'est le tarkekou. Donc le kekou qu'on appelle traditionnellement tenue militaire. C'est votre plat préféré? Que j'adore. Qui est un mélange de maïs. Qui est un mélange de maïs avec les feuilles de macabou. Feuilles de macabou. Ouais, il faut bien cuire ça à feu vraiment très doux et pendant très longtemps. Oui, dans la connaissance de notre village, comme on y est, pouvez-vous nous citer les danses traditionnelles typiques Balengou? Dans les danses traditionnelles typiquement Balengou, on parle souvent de le nkeke Balengou, nkeke Balem. Il y a le Mahjong Lali, il y a le Njonka, et il y a le Chicha qui est originaire de Bazou, mais qui arrive chez nous, effectivement. D'accord, c'est importé dans le Bazou. Importé de Bazou. Alors, est-ce que vous pouvez également nous parler des jours traditionnels? Combien de jours, n'est-ce pas? Une semaine traditionnelle, c'est combien de jours? Et quels sont ces jours-là? Ici, chez nous, la semaine traditionnelle est de 8 jours, au lieu de 7. 8 jours dans la semaine. Donc, ça part du jour de marché à un autre jour de marché. Donc, si on compte, ça fait 8 jours. On commence, le jour du marché, c'est le Ngenju. C'est le jour du marché. Et le lendemain, c'est le Dinkap. Dinkap, en appellation, c'est
bah, c'est les jours où on cotise dans les réunions. Et après, on a le zeng, comme on dit, c'est les jours libres. Zeng, c'est les jours libres, autant pour moi, pour mon accent. Il y a le ding qui est un jour simple, donc c'est des jours ordinaires. Et il y a le zenjo. Zenjo, c'est un jour où on ne peut pas aller au champ. Donc c'est une journée qui est consacrée pour aller dans les lieux sacrés. Ensuite, on a le Dimbu, qui est un jour classique. Le Dinkum. Le Dinkum, donc, qui est aussi des jours simples. Et le Jinchu, par contre, c'est comme l'autre, quoi, comme le Zojo, consacré uniquement pour aller dans les lieux sacrés. Voilà. Donc, c'est vraiment 8 jours dans la semaine. Et après, ça reprend encore par le jour du marché. Pourrez-vous nous exécuter un a cappella d'une chanson balingu que vous connaissez et que vous aimez tant? Je ne suis pas une grande chanteuse, mais je dirais, il y a une chanson qui m'a particulièrement touchée, c'est, on dit « Même mon bon lot ». Même mon bon lot, même mon bon lot, même mon bon lot. C'est une très très belle chanson. Qui veut dire on parle justement du comportement de la personne, dans ce qu'il a dans le cœur. Donc c'est vraiment touchant. C'est-à-dire que on ne va pas regarder le côté artificiel, c'est vraiment ce qui est dans le cœur qui compte. C'est le caractère de la personne qui prime. Même bon. Super, c'est une grande chanteuse. Alors, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et, n'est-ce pas, faire un coucou à tous ceux qui vous sont chers? Ben, je ferai d'abord un big up à ma famille proche, hein, ma petite famille, hein, mon mari, mes 2 grands-enfants, mes amis les plus proches, mes frères et sœurs, hein, et ben, toutes les personnes que j'adore. Je vous fais un big up, je vous envoie des petits cœurs, un grand cœur même. Bien, docteur Adeline Djikam, revenons sur le domaine, n'est-ce pas, de votre expertise. Vous êtes docteur, maître de conférence à l'Université de Nantes en France. En quoi consistait votre sujet de thèse de doctorat? Bien, j'ai fait ma thèse de doctorat en sciences de gestion, particulièrement en gestion de projet. Donc, ma thèse de doctorat portait sur un référentiel de bonne pratique hein, qui s'appelle ITIL. Donc, c'était en quoi ITIL contribue à la performance des organisations. On parle souvent de fracture numérique. Selon vos recherches, docteur, comment les entreprises africaines peuvent-elles adapter les standards internationaux tels que ITIL à leur réalité locale? Très bien. Donc, quand on parle de fracture numérique, adapter ITIL en Afrique, pour moi, ne doit pas être uniquement du copier-coller. Ça doit passer par une adaptation. L'adaptation, c'est d'abord faire simple. Et se concentrer, moi je dirais, sur l'essentiel. Comme par exemple, les incidents, le changement, les sauvegardes, et pourquoi pas, et surtout un minimum de services. Et ensuite, penser à la résilience pour la collection d'énergie, qui peuvent être des modes dégradés ou tout simplement des priorités claires et qu'on pourra adapter aux organisations africaines. Par exemple, on peut imaginer adapter l'organisation aux équipes. Parfois, ça peut arriver qu'une seule personne puisse assumer plusieurs rôles. Et le plus important, c'est que les objectifs soient clairs, précis pour une organisation telle que la nôtre en Afrique. En quoi une bonne gestion des infrastructures numériques est-elle aujourd'hui le système nerveux d'une organisation performante?
Une bonne gestion des infrastructures, on peut le considérer comme un système nerveux. Par exemple, ITIL. ITIL, c'est un ensemble de bonnes pratiques pour organiser les services informatiques. On peut savoir qui fait quoi, comment on réagit quand ça tombe et comment on évite pour que ça se reproduise, pour que l'incident se reproduise. Donc, c'est en quelque sorte une boîte à outils, un guide de bonne pratique. L'infrastructure est justement le système nerveux et tout dépend donc d'elle. On va voir par exemple l'exemple de la messagerie, de la production, des relations clients, etc. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle et du cloud, quel est selon vous le prochain grand défi pour la performance des systèmes informatiques dans les 10 prochaines années? Et alors, l'IA et le cloud, le grand défi dans les 10 prochaines années serait vraiment la maîtrise des coûts, la maîtrise des risques, la maîtrise de qualité et surtout la maîtrise de l'impact environnemental. Ça, c'est très important. Le cloud et l'IA peuvent être tout simplement, ils peuvent créer des fractures. C'est ce qu'on parlait de fractures tout à l'heure. Si on ne le pilote pas, ça peut créer des fractures imprévues si on ne le pilote pas correctement. Donc, ce qui fait que ici, la clé serait la gouvernance, bien évidemment, la gouvernance des données. Et l'IA, avec les mauvaises données, peuvent donc créer des mauvaises décisions et sur l'environnement, et l'IA, le fait qu'il consomme beaucoup d'énergie, donc il faudra être beaucoup plus performant en évitant de gaspiller, en choisissant des usagers vraiment plus utiles, en priorisant des actions, en optimisant les stockages, les calculs et en mesurant l'impact. En bref, si on est performant, la gouvernance sera forcément beaucoup plus efficace et nous allons forcément être dans la voie de progrès, bien évidemment. Est-ce là le grand défi pour les prochaines années dans le cadre du numérique? Grand projet, le grand défi dans le cadre du numérique. Quel a été le plus grand sacrifice ou le plus grand défi pour vous, femmes camerounaises, pour atteindre, n'est-ce pas, ce niveau d'excellence académique en France? Le plus grand défi pour moi a été surtout l'équilibre entre les deux. L'équilibre entre les deux, de la double absence. Donc, étant moi-même parfois absent physiquement pour mon village en étant en France, et devoir prouver 2 fois de plus mes compétences. En tant que femme noire, professeure d'université dans le milieu académique français, le sacrifice, c'est en étant loin des siens, avec un investissement pour d'autres, c'est quand même beaucoup plus, moi je dirais, on est obligé de prouver doublement, de montrer doublement en tant que femme noire qu'on est au-dessus, quoi, qu'on est compétent. Donc ça, c'était c'était assez complexe pour moi. Je suis arrivée en France, à l'Université de Nantes, quand je débute ma carrière. Je suis la seule professeure femme noire de l'Université de Nantes à l'époque. Si vous aviez face à vous une jeune fille camerounaise, à l'occurrence Balengou, n'est-ce pas, qui rêve de hautes études en gestion ou en technologie, quel serait votre message de mentor? Y a-t-il des prérequis? À une jeune fille Balengou, je lui dirais: ton rêve est possible, mais transforme-le en plan. Commence par les bases qui vont t'ouvrir les portes. Le français écrit, l'anglais, les compétences numériques, c'est très important également. Avance étape par étape, step by step. Étape par étape, mais il faut que ce soit des étapes régulières. Une compétence par mois, par exemple. Un dossier qui est bien préparé, qui est bien anticipé, demande parfois de l'aide d'un mentor. C'est ce que je proposais précédemment.
on peut dire que ce n'est pas parfois, c'est pas forcément la personne la plus douée qui gagne. C'est souvent une personne qui va être motivée, qui va être plus constante et qui va être plus organisée, qui va pouvoir facilement atteindre l'objectif qu'elle veut atteindre. Bien, parlons maintenant du développement de Balengu. En tant qu'experte en organisation, quel regard portez-vous sur le développement actuel du groupement Balengu et quels sont les leviers qui manquent encore? Balengu a une dynamique communautaire exceptionnelle, je dirais. Mais cependant, en tant qu'experte, je constate qu'il y a encore un petit manquement au niveau de la structuration systémique. Le levier principal serait la mutualisation des ressources. Donc il faudrait qu'on arrive à passer des projets isolés à une véritable chaîne de valeur. Par exemple, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans le commerce, par une organisation, il faudrait qu'on mette en place une organisation beaucoup plus rigoureuse qui va nous conduire justement à réaliser, à atteindre nos objectifs. Cela passe tout simplement par justement une cohésion. Une cohésion. Tout cela passe par la paix et la cohésion sociale de l'ensemble des fils et filles du terroir. Car sans elle, sans la paix, cela ne peut avoir, on ne pourra pas avoir un développement durable. Donc il faudrait cette paix, cette cohésion sociale, cette unité dans Balengu pour qu'on puisse évoluer ensemble. Bien, le développement de nos villages passe très souvent par la diaspora. Alors, comment imaginez-vous un Balengu numérique ou connecté? À l'ère du numérique aujourd'hui, la distance géographique n'est qu'une illusion. Depuis mon domicile de Nantes, mon rôle est d'être un pont, en fait. Cela passe par le transfert des compétences. Je peux, par exemple, être donc, le mentorat à distance. Je peux être le mentor à distance, webcitaire. La faciliter les partenariats entre les universités françaises et les structures locales. Et apporter mon regard extérieur, stratégique pour moderniser les méthodes que je dirais aujourd'hui un petit peu ancestrales. Le Balengu numérique, je l'imagine comme un village où le planteur de café connaît ses cours mondiaux sur son smartphone. Il va prendre son smartphone et il va essayer de se renseigner sur les cours mondiaux. Où l'élève du lycée de Balengu accède aux mêmes bibliothèques qu'un étudiant qui est à Paris. Balengu Connecté est une communauté qui utilise le data, par exemple, pour gérer son eau. Ses écoles, son patrimoine culturel, ce qui va nous rendre notre village, notre beau village Balengu, beaucoup plus attractif pour les jeunes aujourd'hui qui partent en métropole, partent en ville, tout simplement parce que voilà, il n'y a plus autant d'attractivité dans les villages. Voilà. Vous êtes maître de conférence en France et MAF au Cameroun. Comment conciliez-vous ces deux identités, l'une académique et l'autre traditionnelle? Je dirais que ce sont deux faces d'une même pièce de monnaie, d'une même pièce, d'accord? Maître de conférence apporte de la rigueur, de l'analyse, de la transmission du savoir moderne. La MAF apporte de la sagesse. Ça apporte de la sagesse, ça apporte le sens de la communauté et l'ancrage. L'académie m'apprend le comment. La tradition m'apprend le pourquoi. D'accord? Donc porter ces deux titres, c'est prouver que l'on peut être au sommet de la modernité sans jamais trahir ses traditions. Bien, en tant qu'élite Balengu, n'est-ce pas, quelles sont vos réalisations en faveur, n'est-ce pas, des vôtres, hein, et quels sont vos projets d'avenir pour Balengu? Merci pour cette question. J'ai
voilà, j'ai pensé à mon village Balengu dans les actions humanitaires et sociales. J'ai installé de l'eau potable dans ma résidence pour ma communauté, pour mon quartier qui est à Kaforze, Balengu, de l'eau potable il y a déjà une dizaine d'années. Donc j'ai installé de l'eau potable pour ma communauté à l'extérieur. Donc je donne de l'eau potable à tout mon quartier Kaforze à Balengu. Il y a déjà plus de 10 ans que j'ai installé cette eau potable. Tout le monde puise, y compris tout mon quartier. En fait, ça va de mon quartier Kaforze, donc l'ensemble, ça remonte en bout centre. Et ils ont de l'eau en permanence. Donc les gens puisent de 5 h du matin à minuit. Donc voilà. Et j'ai encore un autre projet, éventuellement. J'ai un nouveau site où j'envisage un nouveau projet. Ce nouveau projet, c'est la création d'un centre de formation universitaire qui va accueillir des étudiants du nez, de l'Ouest. Voilà. Bien, docteur Mafeu, regardons cette vidéo ensemble et vous allez nous donner vos sentiments. Alors, quels sont vos sentiments à chaud après je suis vraiment dit? Surprise par cette vidéo et profondément touchée. Hein. Pour moi, c'est, je suis même émue d'ailleurs parce que je ne m'y attendais pas du tout. Merci. Et pour moi, c'est une grande satisfaction de voir que cette action sociale, humanitaire, leur tient à cœur et que voilà, pour moi, c'est une grande satisfaction, tout simplement. Donc, je vais continuer toujours dans la continuité du développement de ma contribution pour le développement de Balengu. Je vais vous présenter mon nouveau site ici même à Kaforze. Donc, vous êtes dans mon quartier Kaforze à Balengu. Donc, je vais vous présenter mon nouveau site juste à côté. Sur ce pas, je vais vous présenter mon nouveau site à Balengu, ici même, à Balengu Kaforze, qui va être un grand centre de formation universitaire, générale et professionnelle. Notre point fort, notre atout, c'est la partie professionnelle. Donc c'est le côté industriel. D'accord? Nous allons former nos jeunes dans l'enseignement professionnel et technologique. Bien, docteur, notre émission tire à sa fin. Quelles sont vos impressions? Comment trouvez-vous notre chaîne de télévision BF TV? Quelles sont vos impressions par rapport à son contenu? Je trouve que, en tout cas, c'est une très très bonne chaîne de proximité, hein, je dirais, et c'est une très bonne initiative hein, qui mérite vraiment des encouragements à toute votre équipe. Et bravo à M. Bernard hein, pour cette initiative. Hein, je vous dis encore un grand bravo et félicitations. Donc, quel est votre mot de clôture? Je tiens particulièrement à remercier les majestés. Balengu Bamena. Je suis Balengu et Bamena. Donc je tiens à remercier Sa Majesté Ngobeni Api Elvis Guy, roi des Balengu, Sa Majesté Ndjoukoué Alexandre, roi des Bamena, pour avoir fait de moi une digne fille Balengu Bamena. Je vous souhaite à tous les deux une longue vie et beaucoup de sagesse dans la gestion de la communauté qui vous a été confiée. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble,
règne parmi l'ensemble des fils et filles du terroir. Merci. Merci, docteur. Nous avons fait l'honneur d'accepter notre invitation à ce plateau de BFM TV. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez scotchés sur votre télévision de proximité. We're not